Bonjour à tous, donc Axel Mouquet, je suis le président de Webel Payment Services. Webel Payment Services, c'est une fintech qui est spécialisée dans la gestion des paiements B2B, que ce soit offline et online. Aujourd'hui, on va parler commerce B2B et nouvelle donne. Je pense que si je vous donne la date du 16 mars 2020, c'est une date qui vous a tous marqué. C'était la date à laquelle le premier confinement a été annoncé. Et je pense qu'on se souvient tous où on était et dans quel contexte on était. Pour ma part, j'avais une femme qui était enceinte de 8 mois et demi. Je venais d'être nommé président de Webel Payment Services et 50% de notre activité était dédiée à la gestion de flux de paiement entre des fournisseurs, principalement des marques de mode, et des réseaux de boutiques physiques. Alors, autant vous dire que le 16 mars, je m'en souviens bien parce que on avait un certain nombre de questions à se poser. Je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à se les être posées. C'est comment, dans ce contexte, je réorganise le travail des équipes. Juste un chiffre à l'échelle de Webel, du groupe, on a 60 000 collaborateurs, on avait 100 collaborateurs en télétravail, on est monté à 45 000. Deuxième question, c'est comment au mieux accompagner nos clients, avec nos clients avec des problématiques très différentes. Ce offline, boutique physique dont j'ai parlé, c'était quasiment la mise en stand-by de leurs activités. Et en même temps, la trésorerie, le flux de paiement était du coup encore plus essentiel que d'habitude pour le financement de leur entreprise. Et à côté, l'autre partie de notre activité sur les flux de paiement online explosait. Donc, il y avait une vraie question de comment accompagner les enjeux de nos clients. Et au final aussi, est-ce que je vais pouvoir assister à la naissance de ma fille? Bref, donc je pense que cette date, elle a marqué. Et le but d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément de revenir sur notre gestion de la crise et sur toutes ces questions qu'on s'est posées à ce moment-là, mais c'est de se dire, même si on est encore dedans, les vaccins n'étant pas encore partout et les activités étant encore limitées dans certains secteurs, finalement, ces changements qu'on a vus, est-ce que c'était une parenthèse ponctuelle et on a dû s'y adapter comme les entreprises ont à le faire dans certaines situations de crise, ou alors est-ce que ça a été plutôt un accélérateur de tendances, de changements au sein de nos activités? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui avec mes invités. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Nathalie Chapuzot, qui est directrice générale déléguée en charge du marketing, des ventes et du digital au sein du groupe Raja. Raja, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le leader européen de la distribution d'emballages, de fournitures et d'équipements. Nathalie nous en donnera quelques mots tout à l'heure. Nous avons Stéphane Maffly avec nous, qui est vice-président Sud-Europe et président France de RS Components. RS Components, c'est une marque commerciale d'Electro-Components qui est un distributeur mondial qui fournit des clients et des fournisseurs industriels. Pareil, Stéphane reviendra sur la présentation de l'activité ensuite. Et nous avons Michael Dessat, qui est responsable partenariat et développement digital au sein d'Euler Hermès. Euler Hermès, vous le savez, c'est le leader mondial des solutions d'assurance crédit, sujet qui a été important pendant cette crise. La gestion du risque crédit, je pense, a été un élément central de nos réflexions pendant ces derniers mois. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation et de nous éclairer sur, en effet, en quoi le commerce B2B a évolué et va évoluer de manière structurelle suite à cette crise qu'on a tous connue. Peut-être avant de rentrer dans les débats, une petite présentation à chacun de votre activité. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots au sein du groupe Raja, qu'on comprenne bien d'où vous parlez dans la suite des débats? Ok, bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez, Axel, le groupe Raja aujourd'hui, c'est le leader européen de l'emballage et de la fourniture et d'équipement pour les entreprises. Alors, le groupe a plus de 50 ans. C'est un groupe en fait qui est né, et je fais le lien avec l'écologie de l'emballage, qui est né au départ du carton de réemploi par la mère de notre PDG actuel qui a créé l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est un groupe qui fait et qui va finir l'année autour d'1 milliard d'euros, avec une présence européenne importante, puisque nous sommes présents dans 25 sociétés à travers 18 pays et une dizaine de marques différentes, puisque les Raja, qui sont la dimension emballage du groupe, se sont complétés par des sociétés qui sont spécialistes dans d'autres domaines B2B complémentaires à l'emballage. Et c'est comme ça que l'année dernière, nous avons pu accueillir 4
sociétés du groupe américain Staples, qui est des sociétés spécialistes dans la politique de bureau et dans l'entretien hygiène, ce qui nous a permis en fait de compléter notre assortiment produit avec ces marques. Voilà. Si vous voulez, je peux dire 2-3 mots sur le digital. Je ne sais pas, on avait prévu un petit slide que je ne vois pas sur la présentation de l'entreprise, mais je ne sais pas si vous pouvez le projeter. En fait, ce qui a été effectivement important, on le verra, on le redira sans doute pendant la conférence, c'est la part du digital qui est croissante effectivement dans le groupe, puisque on devrait faire presque 50% de notre chiffre d'affaires cette année sur le digital. Certainement l'année prochaine, puisque la montée en puissance du digital a été importante avec la crise. Et donc aujourd'hui, en tout cas, c'est notre premier canal de vente. Et à ce titre, en fait, on est le plus gros vendeur en ligne d'emballage sur Internet en Europe, grâce à nos sites et toute notre organisation. Nathalie, pas de spoil sur la suite, s'il vous plaît. Pardon. Non, c'était. Stéphane. Je m'emballe. Ouais, c'est le cas de le dire. Stéphane? Oui, bonjour à toutes et à tous. RS Components, donc partie du groupe Electron Components. Notre métier, c'est de distribuer des composants électroniques et industriels. Donc, nous fournissons principalement des sociétés industrielles pour leur apporter à peu près 600 000 références aujourd'hui. Ce groupe a été créé il y a un peu plus de 90 ans. C'est un groupe anglais. On n'est pas loin des 2 milliards de livres aujourd'hui, 7 000 employés, 32 pays. Je dirais que ce qu'on a essayé de créer depuis le début, c'est de pouvoir fournir à des sociétés des composants divers et variés de différents fabricants, parce qu'on a à peu près 2500 fabricants. Et je dirais qu'au cours des années, des acquisitions ont été faites, notamment pour s'implanter aux États-Unis. D'autres acquisitions ont été faites en Europe pour développer les solutions, puisque un des sujets qu'on va évoquer, mais c'est au-delà des produits, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Notre taux, nous, digital, est près des 75%. Donc, 75% de notre chiffre d'affaires passe par des solutions digitales qu'on a mis en place. RS Components a implanté le premier web il y a à peu près 30 ans aujourd'hui. On était un des premiers. Et l'engouement du web, à l'époque, était vraiment basé sur le fait que c'était nouveau. Et je pense qu'aujourd'hui, la discussion va porter sur l'engouement du web, mais par nécessité, dû au Covid. Merci Stéphane. Alors, on a invité Mickaël aussi, à la fois comme acteur du B2B, parce que l'Air Hermès est aussi une société qui vend des produits et services à d'autres acteurs, mais aussi en tant qu'observateur. Mickaël, est-ce que vous pouvez présenter l'Air Hermès, s'il vous plaît? Merci. Donc, Mickaël Dessat, donc en effet, je travaille chez l'Air Hermès France. L'Air Hermès, c'est une filiale du groupe Alliance. On a 100% aujourd'hui et donc on est leader mondial de l'assurance crédit. Donc l'assurance crédit, c'est quoi? C'est un mécanisme pour se couvrir en tant que fournisseur contre le risque d'impayé quand on travaille en B2B avec un acheteur. Et cet acheteur à qui on va octroyer un délai de paiement qui est dans les mœurs, on va dire, du B2B, évidemment, parce que c'est un moyen de se financer entre entreprises. Un moyen légal, évidemment, puisque c'est encadré par la loi de modernisation de l'économie qui octroie la possibilité à n'importe quelle entreprise qui travaille avec une autre entreprise de lui laisser la possibilité de payer ces prestations à 60 jours ou 45 jours fin de mois, selon comment on procède à sa prestation et à la facturation de sa prestation. Donc, ce délai de paiement, il est extrêmement important aujourd'hui, puisque ce qu'on constate, nous, en tant qu'observateurs, c'est que le crédit interentreprise, donc ces mécaniques de paiement différés entre entreprises, ça représente en France par an 700 milliards d'euros de transactions. Il faut voir que c'est 3 fois supérieur au crédit bancaire court terme qui, lui, est d'environ 240 milliards d'euros par an. Donc, ce mécanisme de financement, c'est aujourd'hui le premier levier de financement entre entreprises. C'est le premier levier de financement, tout simplement, des entreprises en France. Donc, on voit qu'il est très important puisqu'il contribue à la pérennité de toute la supply chain française, en fait, tout l'approvisionnement de ces entreprises qui, au travers de ce crédit, peuvent se refinancer, avoir le temps de livrer, vendre leurs biens et services et donc pouvoir racheter des prestations.
Et donc, nous, les RMS, on est garant de cette partie-là, puisqu'on vient couvrir ce risque d'impayé et assurer, indemniser donc nos clients assurés en cas d'impayé, en cas de défaillance d'une entreprise qui est donc le client final. On aura l'occasion d'en parler parce que finalement, les entreprises dans certains secteurs se sont retrouvées un peu face à un débat interne. C'est est-ce que j'octroie des délais de paiement supplémentaires à mes clients, ce qui est une manière aussi de participer à leur financement pendant cette période de crise et à garantir une continuité. Et en même temps, octroyer des délais, c'est le risque aussi d'avoir un problème de trésorerie en interne. Et donc, en effet, on voit que le crédit inter-entreprise, on l'a vu dans la mise en place de PGE et d'autres dispositifs étatiques, a été un élément central de cette crise. Et votre témoignage, vos observations sur les tendances, je pense, intéressera beaucoup de monde autour de cette table et de cette conférence aujourd'hui. Merci, Michael. Alors, rentrons dans les débats. Donc, je vous ai partagé en introduction un peu les questions qu'on s'est posées, les premiers changements qu'on a vus. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue à tous et à toutes sur ce sujet. Nathalie, d'abord, pour commencer, si vous deviez faire sortir une anecdote, un événement, une information, quelque chose qui, pour vous, illustre bien ce qu'a vécu Raja, ce que vous avez vécu pendant cette crise, ça serait quoi ? Alors, je crois que pour nous, ça a été, parce que ça a été notre moteur et ce qui nous a fait, en fait, trouver toute l'énergie dans la difficulté, ça a été vraiment les témoignages de nos clients. En fait, on a pu, je dirais, quasiment maintenir et avoir le même service que dans une période normale. Et ça, c'était un vrai challenge. Et je crois qu'en fait, cette crise qu'elle a confirmée pour nous, c'est l'importance de la proximité et de la relation client. En fait, paradoxalement, on a vu une explosion du digital. Pour autant, on n'a jamais eu autant d'appels de clients et autant de témoignages de sympathie de leur part. Donc, je crois que c'était ça le moteur et c'est pour ça que c'est ce qui me vient en premier. C'est cette relation client qui a été encore plus dans l'accompagnement, dans le conseil, dans la présence, dans la réassurance ou dans l'assurance. En fait, je crois que nos clients, en tant qu'individus, avaient besoin de ce contact et de cette relation en fait pendant cette période-là. Et ça a été essentiel pour nous parce que c'était notre récompense tous les jours d'avoir ces messages de sympathie de la part de nos clients. Donc voilà ce que je dirais moi sur l'anecdote et en fait je dis parce qu'il y a vraiment un paradoxe je pense aujourd'hui et c'est pour ça que nous on va vraiment continuer à investir dans nos forces de vente commerciales. C'est ce besoin de proximité dans la relation client dans nos métiers et ça c'est essentiel d'avoir cette humanité avec tout ce digital. Et d'ailleurs, quand on lit les commentaires là, que vous avez partagés, bon, vous les avez un peu choisis quand même. Hein, je suis sûr qu'il y en avait qui étaient un peu plus négatifs. Mais quand on lit tous les commentaires, les verbatims… Ouais, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disaient d'ailleurs, les négatifs, sur cette crise? Est-ce que ça… les négatifs, ils disaient, vous m'avez dit, je serai livré de mes masques demain. Et en fait, je les ai reçus deux jours après. Effectivement, quand l'entreprise elle a besoin de travailler, parce qu'effectivement, il y a les préparateurs, les gens de la vie qui sont là. Si les masques ils n'arrivent pas le jour où il y a les gens, c'est tout de suite un vrai problème en fait. C'est ça que notre activité d'emballage, et c'est pour ça qu'on l'a construit comme ça, elle est vraiment faite sur la disponibilité en stock pour pouvoir livrer le lendemain ou le surlendemain, parce qu'on est très lié en fait à l'activité des entreprises. Et s'ils n'ont pas l'emballage, les e-commerçants, ils peuvent pas envoyer leurs colis. Donc, en fait, c'est essentiel, en fait, cette disponibilité. Et donc, en fait, nous… Ouais. Non, justement, c'est aussi là que je voulais vous amener, c'est que quand on regarde ces verbatims avec ce que vous venez aussi de dire, finalement, on voit qu'il y a deux gros sujets qui ressortent, qui est d'un côté le sujet supply chain, toute la partie logistique pour arriver justement à respecter des délais qui étaient encore plus précieux à la fois pour le e-commerce, pour certaines fournitures comme les masques, vous en avez parlé, et la relation client, de l'autre côté, ce besoin de proximité dans un monde qui s'est digitalisé très vite pendant cette période-là. Comment vous avez réussi à vous adapter justement sur ces deux sujets pour pouvoir répondre aux enjeux de vos clients ?
Alors en fait, on a court-circuité en fait tous les process, tout ce qui pouvait être un peu long. On avait une cellule de crise quotidienne. On faisait le point en fait sur ce qui s'était passé la veille. Et du coup, en fait, il y a eu beaucoup plus de transversalité et d'échanges sur toute la chaîne, en fait, de la supply chain à la livraison juste chez le client. C'est-à-dire que en fait, on était tous ensemble et du directeur des achats au responsable des appros, au directeur logistique, la direction commerciale, tous les collaborateurs ont beaucoup travaillé ensemble. Et ça a permis effectivement de pouvoir savoir à la minute quand est-ce que les approvisionnements de tel ou tel produit allaient arriver, parce qu'il faut savoir qu'on a référencé près de 250 en fait produits pendant cette période-là, ce qui nous est jamais arrivé dans un temps aussi court, puisqu'en fait on a un rythme qui est plutôt différent. Et aujourd'hui, au lieu de mettre 48 heures pour référencer un produit, on peut le faire en quelques heures. Donc en fait, c'est toute cette accélération de tout le process et de toute la chaîne en fait, de valeur qui a été raccourcie. Côté du coup approvisionnement, on a vraiment un partenariat aujourd'hui avec nos fournisseurs qui s'est construit vraiment sur toutes les années, hein, parce qu'il faut savoir que nos principaux fournisseurs aujourd'hui sont les cartonniers, qui sont aujourd'hui sur un marché très tendu parce qu'avec le développement du e-commerce, il y a beaucoup de demandes de cartons d'emballage et que le partenariat qu'on a construit avec ces fournisseurs au fil des années, on voit qu'il est payant en fait quand il y a une période de crise, parce que forcément, il y a une réactivité qui se fait beaucoup mieux. Donc ça, pour la partie, je dirais vraiment approvisionnement. Et puis du coup, il y a la mise en ligne en fait de tous ces produits qui s'est faite aussi de façon, c'est ce que je disais, très très raccourcie. Et donc c'est ça que je retiendrai davantage, c'est la capacité que tout le monde a eu, malgré la distance, à pouvoir accélérer les choses et travailler beaucoup plus vite. Et ça, ok, il y a un aspect un peu war room, conseil de guerre, on accélère, on casse tous les process, etc. Mais est-ce que finalement, c'est pas un sujet un peu ponctuel? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, vont rester dans l'organisation d'entreprise, dans votre activité, qui sont désormais des acquis, des changements que finalement cette crise a accélérés? Alors, ce que je disais, hein, la réduction du time to market, ça, on va le garder parce que ça, c'est évident que ça nous a beaucoup, beaucoup servi. On a beaucoup partagé aussi et davantage, hein, comme on a 25 filiales, on a beaucoup partagé au quotidien aussi sur les pratiques des uns et des autres. Donc, ça, on va le garder aussi parce que les échanges et la richesse qu'apportent en fait les échanges vraiment au niveau européen avec tous les managers de pays, c'était essentiel. On va renforcer forcément la relation forte de proximité avec nos clients et puis du coup développer davantage. On va plus être que des vendeurs, on va être aussi des accompagnateurs, installer des solutions, développer des services, être beaucoup dans des solutions de services beaucoup plus importantes parce qu'on a vu que ça, en fait, il y avait un vrai besoin et une vraie attente. Après, je dirais que sur le reste, en fait, ça nous a vraiment conforté en fait, sur nos fondamentaux et sur ce qu'on est, à savoir la qualité des services, la qualité des produits, parce que on n'a pas référencé des masques qui venaient de n'importe où. Hein, je le dis parce que sur ce choix de sourcing, c'est quand même essentiel de maintenir en fait ces garanties de qualité, mais on la maintient sur tous les produits. Et puis surtout, ça nous a conforté dans la montée en puissance du digital et les investissements toujours plus importants qu'on avait à mettre sur ça. Et comme on est sur des projets importants là-dessus, en fait, là aussi, on est en accélération de ces projets-là pour être au top. Et puis le dernier point, mais on y était déjà bien embarqué. Là, la conscience et la prise de conscience a été beaucoup plus forte. Toute l'action de la transition écologique. Et on était, je crois, à peu près à 85% de nos fournisseurs qui étaient européens
on va être à plus de 90 en 2021, plus de 90%. Voilà, pour des raisons à la fois écologiques, mais parce que d'avoir un fournisseur à côté, c'est aussi plus important et plus essentiel que des très loin. Ok, merci Nathalie. Ce que je retiens de votre témoignage, c'est que finalement, il n'y a pas eu de surprise dans les tendances que cette crise a apportées. Ça a plutôt eu un rôle d'accélérateur sur les agendas des entreprises, sur les investissements, l'allocation des ressources, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'assez commun à tout le monde. On a été surpris par la crise, pas surpris par ces tendances, mais ça a accéléré des choses qui en effet, on pouvait peut-être de temps en temps voir des tendances de fond arriver. Là, ça a progressé très vite. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec cette synthèse? C'est parfait. Merci. Stéphane, même question pour commencer. Anecdote, image qui vous vient quand vous pensez à cette crise, qui illustre un petit peu la façon dont vous avez vécu ce moment-là? Je pense que c'était la rapidité avec laquelle tout s'est mis en place. Quand vous devez mettre tous vos employés à domicile et donc les équiper en 48 heures. Donc, on a appris à faire les choses beaucoup plus vite, comme disait Nathalie. Je pense qu'on a appris à accélérer. Je pense qu'il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est l'engouement des clients sur le digital. Et Google a fait des analyses dernièrement pour montrer qu'il y avait beaucoup plus d'achats qui se passaient via le digital, à peu près 40%, par rapport à l'avant-Covid, où en fait 40% des transitions sont passées sur le web, ce qui n'était pas le cas. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, à vrai dire, et que j'en vais partager avec vous, c'est en fait le divorce de M. Jeff Bezos. Donc, M. Jeff Bezos, avant Covid, divorce et donc perd 50 milliards, ce qui est bien foutu. Et après Covid, après première phase de Covid, la valorisation est passée à 120 milliards. Donc, en fait, la croissance et l'engouement des gens pour le digital, parce qu'ils ont été obligés, je pense que ça a créé une sacrée différence, ça a changé les attentes. Nathalie disait qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les transactions via le digital sont de plus en plus importantes. Il faut toujours un aspect humain. Mais j'aimerais juste parler d'un chiffre. Aux États-Unis, principalement, parce qu'on parle toujours d'Amazon, même s'il y a des grands acteurs, et surtout en France, qui se créent. Mais les taux e-commerce sont passés de 16%, et ces 16% étaient faits au bout de 10 ans. C'est-à-dire 16% de chiffre d'activité qui sont passés sur les plateformes e-business. Ils ont mis 10 ans pour atteindre 16%. Après 8 mois, ils sont passés à 35%. Et nous, ce qu'on a vu, on a vu des millions de connexions passer à des dizaines de millions de connexions. Mais néanmoins, on a aussi senti une chose, c'est que les clients sont prêts à être autonomes, les clients veulent avoir de l'information à la moindre petite faille, à la moindre petite erreur, ils veulent avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, autant à un moment, on a beaucoup entendu parler du digital qui allait dévaster les différents métiers, qui allait changer les choses. Aujourd'hui, on se rend compte, nous, qu'on continue d'investir dans l'humain, tout en développant des solutions digitales, puisqu'aujourd'hui, il reste primordial de pouvoir amener des solutions pour rendre une certaine autonomie. Et là, on peut parler des générations, les Z, principalement, les zappers, comme on les appelle, qui vont extrêmement vite et qui veulent aller vite et qui ne veulent pas perdre de temps. Mais néanmoins, un support humain est très important, puisque quand on veut aller vite, des fois, on loupe un paquet d'informations. Et on est obligé de compiler aujourd'hui une activité humaine assez forte sur le terrain, en termes de service client, en termes de service commercial, allié à un digital qui permet aux gens de trouver leurs solutions en étant un maximum autonome. Et de ce fait, de pouvoir vraiment trouver leurs besoins en fonction d'une recherche qu'ils vont mener sur un site Internet, comme on peut faire tous les jours. Et dès qu'ils ont une question sur laquelle une réponse n'est pas facile à trouver ou à développer, là, ils prennent leur téléphone, ils envoient leurs emails, on travaille sur des live chats un peu intelligents, entre guillemets, avec de l'intelligence artificielle, parce que là, ils sont d'accord pour qu'on les aide. En fait, ça me fait surtout penser que quand on va dans un magasin et quelqu'un vous saute dessus, la réaction de 9 personnes sur 10, c'est de dire non, je viens pour voir. Et quand vous venez démarcher quelqu'un qui a un problème, l'ouverture entre guillemets du client est beaucoup plus engagée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, nous vivons que du digital depuis de nombreuses années maintenant, puisque comme je vous le disais, 3/4 de notre chiffre est réalisé en mode digital. Là, il y a une très forte accélération. Le nombre de nouveaux clients est assez impressionnant. Aujourd'hui, on n'a jamais vécu ça sur les 10 dernières années. Et les transactions qu'on a aujourd'hui avec nos clients, puisqu'on vend, entre guillemets, 2500 fabricants et 600 000 produits industriels. Donc, il y a beaucoup de transactions aujourd'hui.
Et c'est ce qui fait que le service client a pris une valeur qui était déjà très importante, parce que nous, on suit des taux qui s'appellent le NPS, donc le Net Promoter Score. Donc, en fait, chaque fois que vous passez une commande, on va vous poser des questions pour savoir si vous êtes satisfait ou pas. Et là, le retour des clients, et je rejoins Nathalie là-dessus, a été assez dithyrambique. On a eu des feedbacks de clients qui étaient très positifs, parce que l'avantage digital, c'est que vous êtes toujours ouvert. Donc, les mesures de confinement qui fermaient, entre guillemets, les sites ou qui fermaient les comptoirs, comme certains de nos concurrents, on a eu la chance de ne pas être assujetti à ce genre de choses. Et donc, on a pu continuer de délivrer des clients. Et je dirais qu'au-delà de tout, certains clients ont même accéléré leur visibilité, leur lisibilité de notre site. Pourquoi ? Parce qu'avant, ils achetaient ce dont ils avaient besoin, ils partageaient leurs achats. Et quand ils ont pu, entre guillemets, pu trouver les produits qu'ils désiraient et qu'ils recherchaient, alors là, il y a une explosion des connexions. Et donc, on a dû aussi investir pour éviter qu'il y ait les problèmes qu'on peut connaître sur certains sites Internet. Et justement, là, vous parlez d'investissement. Ça fait 30 ans que vous investissez sur ces sujets du digital et du web. Concrètement, en termes de budget, qu'est-ce qui a changé dans vos choix d'investissement ? C'est quoi les nouveaux sujets ou les sujets sur lesquels vous investissez plus aujourd'hui qu'hier et qui vont rester des investissements pérennes, pas juste liés à la gestion de cette crise ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les outils propres, sur le web, sur les moteurs de recherche, sur toute la gestion d'un contenu. Aujourd'hui, on essaye de faire travailler un maximum de fabricants qui sont utiles à nos clients. On se rend bien compte que je dirais qu'avant Covid, beaucoup de fabricants avaient du mal à créer un contenu numérique de qualité. Donc, on a créé un certain nombre de supports pour les aider. On a aussi investi dans tout ce qui est moteur de recherche. Et quand je parle de moteur de recherche, c'est quand vous travaillez avec Monsieur Google, pour nommer personne. Vous avez quand même un sacré investissement à mettre en place, parce qu'aujourd'hui, tout est mécaniquement organisé du digital. Et que quand quelqu'un recherche quelque chose sur un web, les statistiques montrent que vous allez rarement après les 12 premiers liens que vous avez. Et ça, c'est Google qui organise cette chose-là en fonction de ce que vous allez mettre en termes de moyens sur ce qu'on appelle le SEO, ce que vous allez mettre en termes de moyens d'investissement sur du PPC. Donc, notre groupe a beaucoup travaillé sur ces deux axes-là et surtout sur l'accompagnement des fabricants, puisque avant, je pense que les gens n'ayant pas autant habitude de naviguer sur le web, vous cherchiez un produit, vous le trouviez, c'était suffisant. Aujourd'hui, les gens veulent du contenu beaucoup plus important, des vidéos qui leur montrent comment utiliser des produits, pour rejoindre un peu cette question d'autonomie. Nous, l'exemple que l'on a, c'est qu'on vend des oscilloscopes électroniques de différentes marques. Il y a encore 3-4 ans, il était quand même nécessaire de faire des démonstrations de ces produits qui coûtent entre 2 000 et 2 500 € pour certains produits. Aujourd'hui, les gens l'achètent en ligne parce qu'ils ont vu une démonstration, parce qu'on leur explique via une vidéo que l'acquisition de ce produit-là est possible. Et donc, on arrive à vendre ces produits-là sans démonstration. Et je dirais que ça, c'est dans les 3-4 dernières années. Donc, je pense qu'il y a une très grosse évolution des attentes des clients pour avoir cette autonomie. Et d'où les investissements qu'on a pu faire, nous, sur le site web, sur les stocks, puisque les gens veulent tout de suite. Aujourd'hui, c'est comme dans votre maison, vous coupez le Wi-Fi, vous savez tout de suite où sont vos enfants. Aujourd'hui, quand vous présentez un stock, si jamais il n'est pas livré par rapport à ce que vous avez annoncé, ça crée un mécontentement des clients. Et donc, on investit aussi énormément dans les stocks, puisqu'on a essayé de proposer des solutions pour mettre les mesures sanitaires en place, bien sûr. Et on s'en est rendu compte que les demandes étaient démultipliées. Et surtout, par pénurie, en fait, vous aviez l'ensemble des clients qui passaient 1 commande, 2 commandes, 3 commandes, 4 commandes, 5 commandes pour essayer d'avoir un maximum de chances de récupérer ces produits. Et donc, il a fallu gérer les annulations de commandes, il a fallu gérer les doubles stocks chez les clients. Donc, ça nous a permis, nous, de revoir nos process afin de pouvoir suivre au mieux les commandes des clients, de revoir aussi nos process parce qu'il a fallu mettre en place une approche digitalisée de nos clients au lieu d'une visite face à face. Donc, on a dû évoluer, entre guillemets, pour vraiment accompagner le client dans toutes ces mesures sanitaires qui étaient un peu nouvelles et surtout contraignantes pour que l'on puisse garder ce contact client via cette méthode digitale qui nous a permis, encore une fois, d'acquérir beaucoup de nouveaux clients aujourd'hui. Merci pour la bonne pratique aussi sur comment trouver ses enfants en temps de confinement. Et ça marche à tous les coups. Je garde ça, même si, pour l'instant, ils sont un peu jeunes. J'ai une dernière question pour vous. J'aimerais bien votre éclairage sur le sujet de la RSE. Nathalie en a parlé avant. Est-ce que ça a été la grande oubliée de cette crise ou au contraire, ça a aussi été un accélérateur de la prise en compte de ces sujets chez vous ?
Nous, ça a été plutôt un accélérateur, puisque travaillant dans plusieurs pays, c'est quand même un sujet, je trouve, assez commun aux pays. La prise de conscience environnementale des entreprises, comme des particuliers qui achètent en ligne, elle s'est nettement accentuée. Donc, les entreprises aujourd'hui attendent de leurs fournisseurs d'avoir des produits éco-responsables, d'avoir des développements de l'économie circulaire, d'avoir des informations sur l'impact environnemental, puisque c'est des sujets aujourd'hui qui sont très importants. On le sent extrêmement aussi avec les nouvelles générations, je reviens dessus, mais les aides, ils ont un intérêt, qui est complètement différent, et je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une consommation qui explose, ce qu'on peut se rendre compte, sinon on ne verrait pas des chiffres d'affaires sur des plateformes qui exploseraient. On se rend compte aussi qu'on livre tous les jours, on voit de plus en plus de petits camions se balader pour faire des livraisons, donc il y a un impact sur la société. Donc le fait qu'il y ait un intérêt, je pense que ça a été pour nous un facteur accélérant. On a dû faire évoluer les choses, on a dû reprendre nos modèles d'achat, on a dû reprendre aussi nos schémas logistiques. Regarder comment on pouvait emballer différemment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de mettre un produit dans un carton et de l'expédier ou dans une lettre. Peut-être que ça change les modèles quand vous avez 12 commandes d'un même client et pourquoi pas les concentrer et de faire une livraison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, on travaille sur cette partie RSE au niveau des pays, au niveau du groupe, de telle façon à avoir une charte RSE qui puisse être mondiale aujourd'hui avec les choses bien spécifiques au marché. Et je pense qu'on s'est engagé depuis de nombreuses années, puisqu'on a des ruches, on a essayé d'équiper le toit, on a fait beaucoup de choses, et notamment sur la partie recyclage des déchets qu'on suit, qui sont des datas qu'on suit mensuellement, de telle façon à pouvoir répondre à toutes ces questions de l'environnement. 2, pouvoir proposer des solutions adéquates à nos clients. 3, aussi faire attention à nos équipes, puisque le fait de travailler à la maison, c'est drôle pour tout le monde au début, en disant « super, je vais rester à la maison ». Et ça doit durer environ quelques jours afin que les premiers symptômes arrivent en disant « punaise, il y a les enfants, le mari, la femme, le chien. Je suis dans un environnement où je suis perturbé, je perds les liens sociaux, puisque certains ont des liens sociaux très importants dans la société. » Et tout ça, c'est des changements qu'on a dû accompagner jusqu'à différents niveaux chez nous, jusqu'au support de sociétés extérieures, jusqu'à l'accès à des psychologues pour certains. Puisque un cas extrême qu'on a dû avoir à gérer, c'est un divorce. Voilà, donc vous mettez 2 personnes à travailler chez eux, ils sont en train de divorcer. Bon, niveau ambiance, c'est pas ça, et ça se ressent sur les personnes. Donc on a réouvert nos bureaux aussi pour accueillir des gens avec des mesures sanitaires assez strictes. Donc je pense que ça nous a fait travailler différemment. Je pense que ça nous a fait travailler aussi d'une façon assez exemplaire sur le travail d'équipe, puisque souvent on est dans des fonctions. On essaie de travailler dans sa fonction. Là, on a mis beaucoup de transversalité et le RSE va être un peu un condensé de tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on avait fait, ce qu'on a pu faire et ce qu'on va faire encore demain. En tout cas, on souhaite le même sort à votre collaborateur que Jeff Bezos, du coup. Je lui souhaite. Bon, on retient quand même que votre politique RSE, c'est pas bon pour le business de Nathalie si vous commencez à mettre plusieurs produits dans un même emballage. Mais bon, je pense que la croissance du digital… Non, détrompez-vous, Axel, au contraire. En fait, on est très, très actif, en fait, justement, sur la possibilité, le conseil à donner à nos clients sur la réduction de l'emballage. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. On a développé un truc qui s'appelle les 5 R, et en fait, qui sont vraiment autour de ce thème-là par rapport à la réduction de l'utilisation de l'emballage, la réutilisation des emballages, le renouvellement de l'emballage, le remplacement de l'emballage. Donc, en fait, on a lancé cette campagne-là il y a 2 ans pour encore renforcer et donner la preuve, en fait, de ça. Je crois que nous, on a un vrai sujet sur ça, et on l'a pris déjà il y a très longtemps. Et je vous dirais, on l'a vu, en fait, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement. En fait, on a vu les bruits sur l'emballage. Et là, la société civile s'est vraiment emparée du sujet. Et en fait, on a des courbes et nos clients, et ce sujet-là est devenu très clivant. Donc aujourd'hui, on a vraiment vous savez, il existe beaucoup d'alternatives aux emballages plastiques, avec des circuits de recyclage qui sont pas encore assez bien organisés,
Mais dans notre offre, en fait, on a des vraies alternatives écologiques aux produits plastiques et un vrai conseil dans la réduction et l'optimisation de l'emballage et le fameux vide dans les cartons qui est la plaie à la fois effectivement pour la consommation d'emballage, pour le transport et tout ce qu'on sait. Donc non, nous en fait, on est sur ce sujet-là et notre valeur ajoutée, elle est là-dessus. Ok, je retire. Je savais que j'allais toucher un point sensible. Je vais faire maintenant appel à notre vigie. On va faire un appel à un ami, Michael. D'abord, je m'adresse à vous en tant qu'observateur, parce que l'ère Hermès a un rôle vraiment d'observateur privilégié de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette crise, pour le B2B ? Elle est venue challenger le B2B clairement dans la mécanique de distribution. On l'a mentionné auparavant au travers des interventions de Nathalie et Stéphane. Clairement, on a vu deux types d'acteurs, d'entreprises qui distribuaient leurs produits. Il y avait ceux qui vendaient déjà leurs produits en ligne, alors qu'ils pouvaient avoir une activité de distribution physique classique, mais qui était, on va dire, préparée, qui avaient déjà mis en place des sites vitrines, des sites e-commerce ou des moyens de distribuer de manière digitale leurs produits. Ceux-là, clairement, on observe qu'ils se sont beaucoup mieux adaptés à la crise, et notamment en mars, vous l'avez mentionné, Axel, lors de ce premier confinement, qui a vraiment qui est arrivé d'un coup, qui a eu un impact très fort. Et ces acteurs-là, donc on les a suivis, on les a accompagnés, et on a senti qu'ils étaient prêts et qu'ils ont pu très rapidement basculer une partie de leur commerce d'une distribution physique vers une distribution en ligne complètement digitale. Ça leur a permis notamment de poursuivre, on va dire, leurs efforts, de poursuivre la commercialisation de leurs produits sans être directement très fortement impactés par cette crise. Et puis ensuite, on a observé d'autres acteurs qu'on a aussi pu accompagner d'autres manières, mais qui, eux, l'ont vécu beaucoup plus difficilement parce qu'évidemment, il a fallu tout transformer. Et il n'y avait pas que, évidemment, la partie vente à transformer. Stéphane l'a mentionné, il fallait mettre en télétravail les collaborateurs, il fallait continuer à faire tourner l'entreprise et ses process. Et en plus de ça, il fallait évidemment réfléchir à comment est-ce que je continue à servir mes clients, comment est-ce que je continue à distribuer mes produits, comment je continue à m'approvisionner aussi, évidemment. Donc, toutes ces problématiques cumulées, évidemment, si on n'était pas prêt, si on ne s'était pas préparé finalement à pouvoir distribuer de manière digitale ces produits, a rendu les choses beaucoup plus complexes pour ces acteurs-là. Donc, vraiment ces deux catégories. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, même ces entreprises qui ont mis plus de temps à se transformer, qui étaient moins préparées, aujourd'hui ont pris le pas de la digitalisation, ont pris le pas de cette transformation et nous sollicitent aujourd'hui justement pour avoir des conseils, de l'accompagnement spécialisé, spécifique pour être couverts notamment sur des ventes en ligne à des acteurs B2B dans des nouvelles mécaniques de vente et de distribution de leurs produits. Et sur la partie maintenant liée au paiement et au risque, qu'est-ce que vous avez vu changer d'un côté sur la façon de payer et deux, cette crise aussi, bon, voilà, c'est des transformations, des opportunités, mais c'est aussi quand même, ça secoue. Vous avez parlé du volume du crédit interentreprise, ça pose une question du financement de l'activité. C'est quoi le risque auquel on est tous aujourd'hui exposés autour de cette table ? Alors, tout d'abord, par rapport à la partie paiement, en effet, les pratiques de paiement ont aussi évolué. On l'a senti dans le sens où le paiement B2B aujourd'hui tend à se rapprocher dans les mécaniques de plus en plus au paiement B2C. On l'observe, on le voit très bien déjà par la transformation des prestataires de paiement avec qui on a des suivis, différents partenariats et qui nous présentent finalement de nouvelles solutions aujourd'hui pour les entreprises, alors que ce soit pour les entreprises qui vendent, leur permettre d'intégrer finalement très facilement via des API, des nouvelles manières de payer, et puis des changements fondamentaux aussi dans les comportements d'achat dans les entreprises qui déjà achètent de plus en plus en ligne, alors ça a été accéléré cette année, et qui sont prêts à payer différemment aussi. Donc on voit évidemment sur des petits montants de transactions du paiement par CB, des choses classiques qu'on observe en B2C qui peuvent s'opérer aujourd'hui en B2C.
Le virement et le prélèvement restent évidemment majoritaires, on va dire, dans les pratiques de paiement en B2B. Et puis, petit à petit, d'autres types de paiements avec des mécaniques de financement de plus en plus qui arrivent et qui permettent de aussi digitaliser, faciliter finalement cette capacité d'octroyer du crédit de différentes manières. Et sur le risque auquel on est exposé aujourd'hui, parce que je pense que la question qu'on se pose tous ici, c'est est-ce que je peux bien dormir la nuit? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous projetez côté OLRMS? Parce que finalement, avec l'accompagnement des États, les différents dispositifs, le pire est peut-être devant nous là-dessus. C'est quoi le risque auquel on est tous exposés? Oui, tout à fait, Axel. C'est vrai que nous, on a ce rôle évidemment d'observateur et d'acteur sur cette partie-là. Évidemment, on cherche à entrevoir qu'est-ce que nous donnera l'avenir par rapport au risque d'impayé et le sous-jacent étant le risque de défaillance d'entreprise. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans le monde, en 2021, c'est un peu plus de 30% d'augmentation du nombre de défaillances d'entreprises qui devraient malheureusement arriver sur l'année 2021. La France, de par la structure de son économie, sera un peu plus préservée, mais c'est quand même 21% d'augmentation qui est prévue sur l'année 2021, augmentation du nombre de défaillances d'entreprises par rapport aux années précédentes. Donc, le risque va s'accroître. Aujourd'hui, ce qu'on a observé jusqu'à présent sur 2020, c'est que ce risque, il n'a pas été accru drastiquement par rapport aux années précédentes, mais comme vous l'avez mentionné, on a des dispositifs étatiques aujourd'hui qui viennent en support aux entreprises, le PGE en est un, il y en a d'autres qui permettent aux entreprises de se faire financer et de maintenir finalement ce niveau de défaillance dans des seuils qu'on a pu observer comme étant plus ou moins constants, même qu'on ait quand même des signes précurseurs aujourd'hui. Ce qu'on attend pour demain et pour l'année 2021, c'est que quand il va falloir, quand ces process étatiques vont se retirer, que l'État va arrêter de subventionner au travers de ce PGE ou d'autres mécaniques les entreprises et qu'il va falloir rembourser tous ces frais, ce risque de défaillance va croître de manière significative. Et donc, c'est pour ça que nous, on cherche au maximum à prévenir, à protéger ce crédit interentreprise, nos assurés, pour justement éviter de s'exposer de manière trop forte à ce risque d'impayé. Peut-être pour partager, nous, ce qu'on voit là-dessus, sur la partie des moyens de paiement, je suis assez d'accord avec vous, avec quand même, pour moi, dans l'expérience digitale, le paiement va rester quand même quelque chose, en tout cas pendant longtemps, qui restera quand même structurellement différent entre B2C et B2B, même s'il y a une certaine convergence sur les parcours. Déjà pour la raison de crédit interentreprise, c'est-à-dire qu'en B2C, quand on achète sur Internet, on achète cash, enfin en comptant, alors qu'en B2B, l'immense majorité des transactions, même digitales, restent des paiements avec une date d'échéance sur facture, etc. C'est sûr que ça a accéléré la fin du chèque, la fin des traites, des moyens de paiement un peu anciens. Mais comme vous l'avez dit, et nous, c'est ce qu'on voit dans les stats, hein, le virement, le prélèvement reste quand même, n'a pas baissé. Au contraire, ils ont même augmenté. Et le paiement par carte, en effet, devient une solution quand il y a un besoin de réassort sur des petits paniers, qui n'est pas quand même la majorité du business B2B. Donc, pour moi, le paiement, je partage la convergence sur l'attente du parcours, en tout cas côté client. Et sur le moyen de paiement et les termes de paiement associés, on voit quand même des différences perdurer et qui, à mon avis, vont s'inscrire dans la durée. Et ça tombe bien parce que c'est notre métier chez WPS de gérer cette différence entre B2B et B2C. Ensuite, ce qu'on voit en termes de volume, nous, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a un moins 20% sur les volumes de paiement sur toutes les activités offline, ce qui est à la fois pas pire, parce qu'on s'attendait honnêtement, dans nos projections au début de crise, à être plus bas, mais c'est quand même un impact assez fort. Et à l'inverse, sur toutes les transactions digitales, on fait x3. Donc, c'est quand même en effet, je reprends ce que Stéphane disait sur les 30 ans, 8 mois, les 10 ans, 8 mois, ça va vite et ça accélère vite. Et sur la question du risque, là où on en est aujourd'hui, c'est que nous, finalement, je parlais des demandes d'accompagnement de nos clients au début. Ça a été beaucoup sur la gestion de l'échéance, c'est-à-dire mettre en place des prorogations, des nouvelles échéances, accompagner
les différents secteurs avec ça. Donc, ce qui a entraîné des délais de paiement plus longs, c'est clair, d'une trentaine de jours pendant la période du premier confinement. Mais au final, maintenant que cette première période est terminée, on a eu un taux d'impayé très faible sur ces prorogations. Donc, finalement, je pense que les assureurs, notamment si on compare par rapport à 2008, je pense que les assureurs, les acteurs B2B, les acteurs du paiement comme nous, il y a une organisation de tout ça qui a plutôt bien fonctionné. Je pense que verre à moitié plein, on va être quand même mieux qu'en 2008 sur ces crises. Voilà, verre à moitié vide, il y a quand même des défaillances qui vont arriver, mais je pense que ça va quand même être plus smooth que ce qu'on a pu connaître en 2008. Dernière question, Mickaël, maintenant plus en tant qu'observateur, mais en tant que désormais acteur, vous vendez des produits et services. Comment vous avez dû adapter votre offre de produits et services pour répondre justement à ces nouveaux besoins? J'imagine que pour vous aussi, ça vous challenge et ça pose des questions. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est une entreprise qui est quasiment centenaire aujourd'hui, donc on a dû complètement revoir et s'adapter nos process de distribution finalement des solutions d'assurance crédit pour justement couvrir finalement ces nouveaux besoins qui ont émergé ces 10, 20 dernières années si on considère à peu près l'explosion de la bulle Internet et on va dire plutôt les 10 dernières années sur la partie B2B qui a vraiment drastiquement augmenté à ce moment-là. Et donc, nous, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on réfléchit et qu'on a créé des cellules digitales d'innovation pour adapter nos produits et la manière de les distribuer pour répondre à ces problématiques du e-commerce. Donc, pour ça, on a APIisé, alors désolé, j'emploie des mots un peu qui vont dans le moment du digital, mais je pense que tout le monde aujourd'hui est sensible à ces nouvelles méthodes de distribution. Ou du moins de connexion, on va dire, de services sur des systèmes et notamment sur la partie e-commerce. Donc, on a créé des API qui permettent de distribuer en direct, en temps réel, des solutions d'assurance crédit pour des plateformes e-commerce. Donc là, vous avez un peu le schéma du parcours qu'on essaye d'illustrer d'une transaction en ligne qui se fait et qui donc est assurée par une couverture directement d'assurance crédit. Donc, en fait, on a vraiment essayé de reproduire un parcours client qui se rapproche, comme on disait Axel, un peu du B2C, mais qui est aujourd'hui un peu le standard, ce qu'attendent les consommateurs, même les gens qui achètent pour le compte de leur entreprise. Finalement, retrouver une expérience de client qui est proche de celle qu'ils ont chez eux quand ils achètent pour leur compte. Et donc, quand un acheteur, finalement, entreprise, arrive sur une plateforme e-commerce, ce qu'il veut, c'est pouvoir s'inscrire rapidement, évidemment, créer un compte. Il est prêt à partager quelques informations supplémentaires, notamment sur son entreprise, pour bien valider que c'est un acheteur professionnel. Une fois qu'il va finaliser son parcours d'achat et donc, quelque part, valider son panier au travers de cette validation de paiement qu'on voit, donc on passe sur une page de paiement. Ce qui se passe, c'est que la plateforme e-commerce qui a intégré notre solution d'assurance crédit, donc on a appelé Shopping Safe, pour donc couvrir ce risque d'impayé sur la vente en ligne. Cette plateforme va nous interroger au travers de ce système d'API en nous transférant finalement de manière très simple les informations liées à la transaction, à savoir l'identité de l'acheteur, donc son sirène, le montant de la transaction et les informations liées à cette facture à émettre, donc qui est basée sur cette transaction. Nous, en temps réel, à 100% du temps, on va lui répondre sur notre capacité à couvrir ou non cette transaction. Ça, c'est vraiment le rôle de l'assureur crédit d'apporter à la fois du conseil, c'est-à-dire de dire, attention, nous, de notre perception, vous pouvez travailler avec cet acteur-là, avec votre client, et c'est plus ou moins risqué. Donc, il faut que vous preniez, vous, des mesures avec lui pour adapter, on va dire, au mieux, évidemment, ensemble les conditions de paiement. Si la transaction donc est possible à couvrir, instantanément, on lui donne un accord de couverture et donc lui-même, automatiquement, peut proposer la meilleure page de paiement, la plus adaptée à son acheteur et donc, à savoir, lui proposer du paiement à crédit, donc du paiement différé à 45 ou 60 jours selon les conditions qu'il pratique. Donc, on a une expérience client qui est complètement fluide, en temps réel, où pour l'acheteur, c'est complètement transparent finalement et lui, derrière, in fine, obtient finalement les conditions de paiement les plus adaptées. Et donc, il choisit finalement du paiement à crédit, la plateforme e-commerce qui lui vend et qui donc prend ce risque de lui faire payer que 60 jours après finalement cette transaction, cette plateforme sait qu'elle est automatiquement couverte et qu'en cas d'impayé,
toujours via ces API, elle peut nous remonter finalement cette alerte pour que nos services de recouvrement puissent prendre contact avec cet acheteur et comprendre pourquoi il y a eu un défaut, un retard ou un défaut de paiement. Et puis, si jamais ce défaut de paiement est avéré et que l'entreprise est en incapacité de payer, nous, on indemnise notre assuré, donc la plateforme e-commerce, afin qu'il n'y ait pas de trou de trésorerie. Vous le mentionnez tout à l'heure, Axel, un impayé, ça peut amener à un trou de trésorerie qui peut avoir de très forts impacts finalement sur la rentabilité de l'entreprise. Bon, finalement, comme Nathalie et Stéphane, les fondamentaux restent les mêmes, mais la question, c'est comment les offrir dans un monde qui digitalise, dans des nouveaux parcours. Et on voit que même des entreprises centenaires se posent ces questions et arrivent avec des solutions et sont prêts à accompagner les entreprises dans ces challenges. Merci, Michael. On va passer aux questions du public. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'en ai d'abord une, moi, pour Nathalie. Nathalie, il me semble que dans une précédente conférence, vous avez entendu parler de votre projet de marketplace. On a parlé beaucoup d'e-commerce et de digital. On n'a pas parlé des modèles derrière. Raja Market, ça marche vraiment? Ça existe pour de vrai, ça, maintenant? Alors, Raja Market, c'est déjà enclenché et c'est enclenché en particulier à travers l'élargissement de nos marques, puisque l'objectif de Raja Market, en fait, c'est pouvoir distribuer dans toute l'Europe, à travers toutes nos enseignes, toute l'offre de ces mêmes enseignes. Donc, aujourd'hui, en fait, l'ensemble de l'écosystème de nos marques et catégories de produits qu'on adresse, c'est à peu près 2000 produits. Et donc, on est déjà, en fait, en particulier en France, sur la capacité à pouvoir livrer une partie de cette offre. L'étape sur laquelle on est maintenant, c'est la capacité logistique, puisque quand on parle de ce genre de sujet, effectivement, la capacité logistique est de pouvoir, en fait, connecter tous les centres de distribution de toute l'Europe pour pouvoir livrer telle ou telle gamme spécialisée à un client donné. Bien sûr, la partie digitale, et on est en refonte de notre plateforme Internet pour à la fois adresser beaucoup plus les solutions business, d'e-procurement qui vont être au service de ces offres, toute la connaissance client et toute la data client, où on va effectivement travailler sur la mise en place d'un référentiel client, et bien sûr toute la partie référentiel produit qui est essentielle. Et là aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, la crise a été un accélérateur, prise de conscience du time to market, et justement la question du référentiel produit, elle est essentielle pour pouvoir diffuser l'ensemble de l'offre dans toute l'Europe. Ouais, donc, voilà pour le projet. Ouais, c'est un bon moyen d'augmenter, d'adapter les catégories en fonction du besoin. Ça pose toujours les challenges, comme Stéphane en parlait, de contenu, d'autonomie du client dans un catalogue qui augmente chaque jour un peu plus. Ça vous laisse des bonnes questions auxquelles répondre pour 2021, tout ça. Ouais, il y a du travail, et ce qui a été essentiel pour nous, c'est que ça n'a pas été de gérer uniquement la crise et le moment de la crise dans son instantanéité, mais on a continué tous nos projets. Parce qu'en fait, on s'est dit, et puis c'est vrai, hein, comme tout le monde, hein, le 1er avril, je pense qu'on ne savait pas où on allait, mais en fait, on n'a pas renoncé, on s'est dit, les projets, de toute façon, il faut les maintenir, parce que demain, on va sortir de là. Demain, tout ça, il faudra que ça marche et encore mieux. Nous, le mot-clé, enfin les mots-clés de la gestion de crise, c'était serrer les boulons et prendre des initiatives. Donc, faire un peu attention avec la trésor, mais prendre des initiatives parce que c'est dans ces moments qu'il ne faut pas rater les changements qui sont en train de faire. Mais là, ça s'appelle de la prise de risque. Oui, ouais, exactement. C'est qui est merci, Axel. Ça ne fonctionne pas. Et merci à tous. Je suis désolée, je suis un peu l'oiseau de mauvais augure parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme. Je vais juste peut-être vous poser quelques questions à chacun. S'il vous plaît, faites des réponses un peu courtes parce que comme je vous l'ai dit, on est déjà un petit peu en retard. J'ai une première question qui est remontée pour Nathalie Chapuzot. Vous avez eu une politique de croissance externe active ces dernières années. Est-ce que dans ce contexte, vous avez des intentions de poursuivre ou au contraire de faire une pause ? Non, alors on regarde effectivement, bien évidemment, tout ce qui a opportunité. On regarde les opportunités. Encore une fois, dans la même logique, hein, les sociétés qu'on a acquises ces dernières années sont toutes dans un business model multicanal.
C'est-à-dire qu'on reste en fait dans le même business model multicanal avec en fait des sociétés qui sont spécialistes ou leaders sur leur marché d'une catégorie de produits. Néanmoins, la croissance du groupe, en fait, elle continue à se faire beaucoup aussi en organique. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, on a recruté beaucoup de nouveaux clients, on s'est ouvert à beaucoup plus de marchés. Donc, en fait, on est sur cet équilibre entre croissance organique et croissance externe, effectivement, qu'on continue à poursuivre. Merci beaucoup. Pour Mickaël Dessat, j'ai une question. Est-ce que au niveau connaissance client et risque client, est-ce que vous avez dû intégrer de nouveaux indicateurs ou de nouvelles sources d'informations? Alors, aujourd'hui, on a des équipes évidemment d'analyse crédit qui sont sur le terrain, qui sont dédiées à la prise d'informations sur les entreprises. Évidemment, de nouveaux indicateurs ont été pris en compte puisque les paramètres liés à cette crise ont changé. On parlait tout à l'heure de PGE, de systèmes de financement spécifiques qui ont été débloqués pour justement pallier à cette crise par l'État. C'est des choses qui sont évidemment prises en compte dans le calcul du risque sur les entreprises. On a aussi une plateforme dédiée qui s'appelle TradeScore qui permet à n'importe quelle entreprise en France de venir s'inscrire très rapidement, consulter sa notation LRMS et nous déposer de l'information pour justement pouvoir avoir un impact direct sur sa notation et ne plus subir finalement, comme certains le semblent parfois, une notation d'un assureur crédit. Donc ça, c'était vraiment un souhait de notre part d'être transparent et de laisser la possibilité aux entreprises de venir finalement nous soumettre des informations qu'on n'aurait pas à notre connaissance pour actualiser et mieux comprendre leur situation. Merci beaucoup. Eh bien, Stéphane Macri, vous serez le dernier à répondre aux questions. Je cite, « Vous êtes donc une marketplace B2B internationale ?» Point d'interrogation, c'est la question du public. Je dirais que ça ressemble un peu à ça, oui. Effectivement, on a la chance de pouvoir distribuer ces 2500 fabricants parce que c'est vraiment un partenariat assez fort dans le monde entier. Donc, on peut suivre nos clients aussi. C'était une des volontés du groupe. C'est comment accompagner un client qui achète quelque chose en France mais qui a une entité dans un autre pays et donc comment on peut lui fournir ses produits, soit via une entité propre, soit via un réseau de distribution, puisqu'on a notre propre réseau de distribution. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. C'est la fin de votre table ronde.